Bonsoir. D'abord, je vous remercie de m'accueillir. C'est pas du tout un sacrifice de venir à Lyon, ça fait très plaisir. Je suis absolument pas fâché que vous ayez l'OL. Ça va, j'ai rien contre, c'est très bien. Non, il y a juste un problème, c'est que il y a 2 semaines, quand vous étiez à Marseille, ça a mis un balagan pas possible. Donc là par contre, là, c'était pas bien, mais sinon, tout se passe bien. J'en profite évidemment pour remercier vos chers animateurs communautaires, Netanel et Ilan, qui font un travail fabuleux. J'étais venu à Lyon. J'étais venu effectivement ailleurs l'année dernière et puis je vous retrouve maintenant encore plus nombreux et d'autres têtes en plus. Donc c'est vraiment un grand plaisir de voir le travail qui est fait ici à Lyon. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par M. Waknin, sachez que c'est pas une petite chose. Moi qui suis déjà un dinosaure, en 1980, après le déluge, hein, je ne parle pas avant, mais en 1980, moi je faisais partie de ce qui s'appelait pas la SPCJ. Et l'air de rien, en l'espace de 15 jours, c'était l'année de Copernic, si ça vous dit quelque chose, l'attentat de Copernic. Et donc en l'espace de 15 jours, on a déjoué à Nice 2 attentats. Un pendant Tachlir, un Palestinien avait 2 grenades sur lui qu'il espérait jeter sur la promenade des Anglais, là où il y avait des Juifs qui faisaient Tachlir. Et après à Yom Kippour, un monsieur, un Français apparemment, est rentré avec un revolver et là aussi il a fallu l'arrêter avant qu'il ne puisse rentrer à l'intérieur. Donc l'air de rien, des fois, encore une fois, comme il l'a dit, juste en étant là, on peut éviter, que Dieu préserve, des choses qui risquent d'être d'une extrême gravité. Donc c'est une misva. Et puis il y a une deuxième chose derrière, dont je pense que c'est sincèrement un grand mérite, parce que je dis toujours, j'ai passé un Rosh Hashanah et un Kippour dehors, et tous les autres dedans. Et quelque part, cet investissement dans la vie communautaire, il permet aussi de prendre conscience de certaines choses et de certaines valeurs. Et donc, je ne suis pas persuadé que cette notion de sacrifice soit tellement vraie. Je pense qu'on est finalement rémunéré de ce qu'on a fait. Et moi, ma rémunération a été de pouvoir découvrir la yeshiva par la suite et de partir en Eretz Israël. Et ça, je veux dire, j'en suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. J'ai fait cette mitzvah et puis ça s'est enchaîné sur d'autres choses. Bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure avec Netanel. Il faut que ces choses-là soient cadrées. J'en ai parlé aussi avec M. Waknin. Il y a des lois, il ne s'agit pas de transgresser chas v'chalila les Shabbatot ou les Yamim Tovim. Il y a des lois qui doivent être établies. On fait le minimum, encore une fois, plus avec ses yeux et avec son cerveau qu'avec des outils, encore une fois, qui sont très secondaires dans cette affaire. Voilà. Venons-en maintenant à notre sujet. Allez, il nous reste tout juste 10 jours avant Pessah. Tout juste 10 jours. Pessah, c'est la fête. C'est une des fêtes les plus complexes à vivre parce que le vécu n'est pas du tout évident. Il y a tellement d'actes, d'accord ? Il y a tellement d'actes, il y a tellement de préparation que finalement parfois le vécu en lui-même est un petit peu annulé. C'est vrai en particulier pour les femmes mariées. Les femmes mariées, Baruch Hashem, elles vivent le ménage, elles vivent les commissions et elles ne vivent pas du tout Pessah. D'accord ? Et ça, c'est vraiment redoutable. Et ça, je l'ai dit ce matin, pas plus tard que ce matin, dans un séminaire de jeunes femmes. Il faut absolument tout faire pour que ça n'arrive pas, évidemment. Mais je vais dire encore autre chose, même pour les hommes. Vivre Pessah, c'est pas du tout évident. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de commémorer ce qui s'est passé il y a 3000 ans. C'est faux. D'accord ? C'est faux. C'est absolument faux. On commémore le 14 juillet. Parce que depuis 1789, rien de nouveau ne s'est passé un 14 juillet, à part le bal des pompiers et les feux d'artifice, d'accord ? Mais en dehors de ça, il n'y a pas de contenu dans le 14 juillet. Il n'y a rien. Il y a un événement qui s'est passé il y a plus de 200 ans, et on célèbre, encore une fois, on commémore ce qui s'est passé. Lorsque nous vivons le 15 Nissan, nous ne célébrons pas la sortie d'Égypte de nos pères. Ou plus exactement, nous ne célébrons pas que ça. Nos maîtres disent « Benissan nigalou, Benissan atidin leigael ». C'est en Nissan qu'ils ont été libérés à leur époque, c'est en Nissan qu'ils seront libérés. De qui ils parlent ? Ils seront nous. Nous sortirons d'exil, Bezrat Hashem, au mois de Nissan. Ce mois-ci, pas celui dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Pas besoin de croire à autre chose. Ce mois de Nissan est fait pour notre libération. Et dire, il est bien illuminé, celui-là, qu'est-ce qu'il a ? Non, non. Je n'ai jamais dit que du jour au lendemain,
on allait se retrouver projeté à Yerushalayim. Je l'espère de tout cœur, hein, mais je ne vous le garantis pas. D'accord? Je l'espère de tout cœur. Mais ce qui est certain, c'est que le contenu du mois de Nissan est un contenu de libération et de rédemption. Le contenu spirituel du mois de Nissan. Seulement, nous, on a un bug. On a un gros bug. Vous savez comment s'appelle notre bug à nous? Vous savez comment il s'appelle? Les médias. On a un bug monumental avec les médias. On est littéralement... Vous avez déjà vu un surfeur? Enfin, je crois pas que vous ayez l'occasion de faire tellement de surf ici, mais vous avez déjà vu un surfeur? Quand il y a le rouleau qui démarre, tout va bien. On est porté par la vague. D'accord? On est porté par la vague. Mais ce qui arrive très souvent quand on n'est pas un vrai pro, c'est que le rouleau, à la fin, il écrase le surfeur. Et là, c'est beaucoup moins rigolo. D'accord? Là, c'est beaucoup moins rigolo. Eh bien, les médias, c'est la même chose. Au départ, les médias, ça apporte une information qui nous est nécessaire. Les médias, ça apporte une connaissance du monde qu'on ne peut occulter. C'est impossible, on en a besoin. Seulement les médias, à la fin, ça vous submerge. Ça vous submerge. On est complètement écrasé. Écrasé d'informations, pour les unes nécessaires, pour les autres pas nécessaires. Mais le pire de tout, c'est certainement des informations qui sont orientées telles qu'on a envie de les transmettre. Et sachez que ce n'est pas un métier courant, mais qu'il y a des gens qui sont spécialistes de l'orientation de l'information. C'est leur métier. Ils sont faits pour ça. Les mots qui sont choisis, les images qui sont montrées. Alors on le sait quand ça nous concerne directement. Par exemple, on sait qu'en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, il y a véritablement un choix d'images et de mots qui est strictement capable de transférer tel ou tel message. En général, par exemple, on va vous montrer des bâtiments qui jusqu'à aujourd'hui sont totalement éventrés, détruits, etc. Je vous mets au défi d'aller faire une balade à Gaza, ce qui n'est pas de toute sécurité, mais ça pourrait se faire, d'accord? Et vous verrez que la vie à Gaza ne ressemble absolument pas à ce qui est montré, aux informations, d'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des endroits détruits, mais en tous les cas, ça n'est pas que ça, Gaza. Et si les Israéliens ont touché certains endroits, c'est certains endroits tout à fait périphériques et spécifiques qui avaient été choisis, et ça n'est certainement pas le centre de Gaza même qui a été touché. Donc, à nouveau, là on voit qu'il y a une volonté d'orienter. Mais, depuis le mois de janvier qui a été évoqué tout à l'heure, depuis le 7 janvier, et les drames qui ont été vécus, alors là, le risque est doublé. Parce que le problème est comme ça. Tout vient du ciel, c'est certain, j'en ai pas le moindre doute, mais il s'est passé un événement un peu complexe. C'est à nouveau, comme ça a été évoqué tout à l'heure, que la communauté juive a été touchée en même temps que la communauté nationale. Ça reste un sujet de discussion, cette notion de communauté nationale, mais en soi, la communauté nationale a été touchée par les assassinats commis à Charlie Hebdo, et puis la communauté juive a été touchée. Nous ne saurons jamais la vérité puisqu'on a personne à interroger, mais est-ce que c'était, encore une fois, un effet secondaire et collatéral, un dommage collatéral, ou est-ce que c'était volontaire d'aller là-bas? Ça, on ne le saura jamais, il y a des versions contradictoires là-dessus, on ne saura jamais la vérité. Mais ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, on s'est retrouvé sur un pied d'égalité. Ça a été le cheval de bataille, en particulier de notre Premier ministre, qui a fait les choses de manière très élégante, et plus qu'élégante, de manière assez courageuse, en mettant les Juifs à l'intérieur de la nation. Je répète encore une fois, c'est quelque chose, historiquement, hein, à nouveau, je fais appel ici à des notions qui sont peut-être un petit peu anciennes, mais c'est quelque chose qu'on n'aurait certainement pas vu dans les années 30. D'accord? C'est quelque chose de tout à fait admirable, qu'on puisse dire les Juifs font partie de la nation. Dans les années 30, ça n'aurait certainement pas été dit. D'accord? Donc c'est quelque chose d'admirable. Même chose pour le président, etc. Il y a eu une espèce de cohésion. Mais est-ce qu'elle nous sert obligatoirement, cette cohésion? Et c'est là que je veux en arriver. Je voudrais analyser avec vous quelques mots. Et vous allez voir que ces mots ne nous aident pas, et ne nous aident pas à trouver obligatoirement notre place. Je vais commencer par un mot qui est employé à tort et à travers, et plutôt en travers qu'à tort seulement. C'est le mot communautarisme. Alors, a priori, quand on évoque le mot communautarisme dans les médias, c'est la pire des choses que la nation puisse connaître.
La pire des choses qui puissent exister, le communautarisme. Vous êtes sûr que c'est la pire des choses qui puissent exister? Moi, je remets en doute profondément la chose. Ce soir, on est réunis en communauté. Et on s'en porte très bien. Et ça ne fera pas de nous des assassins. Quand quelqu'un vient nous parler de la SPCJ, Société de protection, ne mettez pas un A après, hein, ça c'est pas gentil, d'accord? D'accord, de la communauté juive, d'accord? De la communauté juive. Ça pose un problème à quelqu'un que la communauté juive s'organise pour assurer sa sécurité? Quelle est l'idée du communautarisme? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? À nouveau, on nous met en danger là-dessus, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est en train de nous faire passer comme message que le simple fait de se rattacher à une communauté soit problématique. Évidemment, c'est faux. Évidemment, c'est faux. L'inverse. Le communautarisme bien vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si l'on a la possibilité de donner de la tzedaka dans sa communauté, c'est autant de poids en moins dans la nation. Pourquoi est-ce que ce serait seulement la CAF et la NPE, Pôle emploi, qui soient chargés de soutenir les plus démunis? Si ça se fait en communauté, bah tant mieux. Il n'y a pas de souci avec ça. Tant mieux. Si on est capable d'organiser un bikur cholim, une visite aux malades, eh bien tant mieux. Qui est-ce que ça dérange? Si on est capable d'organiser une école juive, qui transmette des valeurs juives à nos enfants, est-ce que ça en fait des citoyens de seconde classe? Évidemment, vous comprenez bien qu'à travers toutes ces questions, j'ai une seule idée, c'est qu'on ne comprend absolument pas pourquoi le communautarisme serait problématique. Alors en fait, c'est tout simplement parce que c'est un raccourci qui intéresse certaines personnes, encore une fois. On aime bien dire, comme chez les autres, que je ne citerai pas, mais vous comprenez de qui je parle, il y a un problème communautaire et d'identité grave, alors on le place sur tout le monde, comme ça on n'a pas de souci. Et j'en arrive maintenant à la deuxième expression, la laïcité. C'est la tête de chapitre de toutes les discussions, la laïcité. Et même dans notre communauté, ça pose un débat et un problème réel. On entend parfois des expressions, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, Dina de Malchuta Dina. Vous avez déjà entendu ça? La loi du pays, c'est la loi. Alors les gens qui citent cette citation du Talmud, en fait, ne connaissent pas véritablement la portée de cette citation. Il est vrai que sur certains sujets, la loi du pays, c'est la loi. En particulier sur les problèmes financiers, il y a des lois à respecter. Je n'en dirai pas plus, parce que sinon il y a des gens qui vont être un peu gênés. Mais il y a des lois, effectivement, qui font qu'on n'a pas le droit de tricher sur certaines choses. Ça, c'est une évidence. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se soumettre à n'importe quelle loi. Mais avant d'en arriver là, je vais d'abord parler de la notion de laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? Alors j'ai regardé, j'ai un petit peu potassé avant de venir, et j'ai regardé la définition en tant que telle, c'est indépendance de l'État face à la religion. Indépendance de l'État face à la religion. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'État, lorsqu'il prend ses décisions, n'est pas soumis à la pression d'une religion quelle qu'elle soit. Ça s'entend. Ça s'entend, c'est normal. La définition même de la République française étant égalité, fraternité, paternité, maternité, etc. Mais enfin, ça vient après, d'accord? Donc, si la définition c'est l'égalité, il faut que les décisions de l'État soient dénuées de toute orientation spécifique. Nulle part, dans cette définition de la laïcité, il n'est évoqué une impossibilité pour quelqu'un de vivre sa religion. En aucune manière. D'accord? En aucune manière. La laïcité ne veut pas dire abroger le droit de quelqu'un de vivre sa religion de manière tout à fait épanouie, là où il le désire. Là où il le désire, c'est-à-dire à l'intérieur de la République. Qui a dit le contraire? Alors, il y a une charte de la laïcité qui a été rédigée le 9 septembre 2013. Je ne vais pas vous la lire, je vais pas vous la lire parce que ça va prendre un peu de temps. Mais si je retrouve juste un petit peu de texte, voilà. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de son territoire de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.
Jusque-là, c'est génial. Elle respecte toutes les croyances. Jusque-là, c'est extraordinaire. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. C'est ce qu'on vient de dire, c'est la définition même. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. Tout ça fonctionne parfaitement. Garantie de, je saute, garantie de liberté de conscience à chacun, etc. J'arrive maintenant à un problème. La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre ou faire l'apprentissage de la citoyenneté. Oups, oups. On vient de prendre un virage, l'air de rien. Ça a l'air d'être toujours dans le même état d'esprit, mais on vient de prendre un virage. Je relis encore une fois. L'école offre aux élèves les conditions pour former leur personnalité. Vous êtes d'accord? Vous êtes allé à l'école? Non, excusez-moi. D'accord? Vous êtes d'accord? L'école offre ces conditions-là? Je ne suis pas persuadé du tout. Ça fait longtemps que je suis sorti de l'école, c'est vrai, mais j'en suis pas persuadé du tout. Je suis désolé, à l'école, j'ai appris à compter. Je ne me rappelle pas de grand-chose, mais quand même. J'ai appris à écrire, un petit peu. Et à part ça, qu'est-ce que vous avez appris? Ouais, ça peut servir, d'accord? Ça peut servir. Mais à part ça, c'est quoi cette histoire de votre vie? Je sais pas si vous êtes allé dans une école juive ou dans une école laïque. Moi, je suis allé à l'école laïque, y compris au lycée laïque. Je n'ai jamais eu de leçon de morale de qui que ce soit. Qui a eu une leçon de morale ici? Ça existe une leçon de morale? Ouais, éducation civique. Éducation civique, c'est apprendre qu'il y a une assemblée, qu'il y a un sénat, qu'il y a... Mais est-ce qu'il y a une morale à l'école? Là, on est dans le mensonge. Là, on a complètement dérapé, et on est dans le mensonge. Ce n'est pas un discours politique que je fais, c'est simplement, encore une fois, par rapport à ma réflexion, je veux savoir où j'en suis dans l'information qu'on me donne. Là, on raconte n'importe quoi. L'école n'est pas à même de faire une chose pareille. Il n'y en a pas parmi vous qui êtes prof? Non, il n'y a pas de prof? Bon, moi je peux vous dire que dans mon entourage, je connais énormément de profs dans des écoles laïques, encore une fois, et la seule chose qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils souffrent énormément. Voilà. La seule chose qu'ils arrivent à faire, c'est à tenir leur classe au maximum, mais transmettre un message, ça n'existe pas. Et donc, il y a un problème ici. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai qu'on empêche toute pression, ça c'est vrai. Mais faire leur propre choix, ils n'en ont pas les capacités. Ça, je le dis très clairement, vous sortez de l'adolescence et vous rentrez dans l'âge adulte, certainement pour la majorité d'entre vous. Mais c'est seulement avec l'expérience et l'acquis, d'accord, et l'acquis de vos ancêtres que vous aurez la possibilité de vous faire cette idée. Quand on est tout seul et tout petit, on ne peut pas se faire une idée. C'est comme si on décidait maintenant que dans les cantines, on dépose des hamburgers pour tout le monde, des frites pour tout le monde, et quelques légumes pour tout le monde, et que chacun fasse son choix. Est-ce que vous croyez que les enfants mangeraient des légumes? C'est au directeur, en son âme et conscience, en corrélation avec des diététiciens et des diététiciennes, de fixer le menu de l'école. On ne va pas dire aux enfants, faites votre choix. On sait très bien ce que prendront les enfants, c'est pas la peine de chercher. Donc là, ici, on voit déjà qu'il y a une orientation très particulière qui arrive. J'arrive aux deux dernières définitions que je vais voir avec vous, et après je passerai plus du côté Torah, on va dire. Deux choses qui m'ont plutôt perturbé, on va dire, encore une fois, dans ces derniers mois. Les notions de bien vivre ensemble, et les notions de nous sommes tous des Charlie. S'ils avaient dit du Charlot, j'aurais pas dit non, mais des Charlie, ça me dérange un peu. Je vais expliquer pourquoi ça me dérange. Bien vivre ensemble, moi je suis d'accord à 100%. Il faut bien vivre ensemble. Vous savez, durant notre long exil, qui dure depuis plus de 2000 ans maintenant, nous avons majoritairement bien vécu ensemble les nations qui nous ont accueillis. Pas plus tard que quelques minutes avant de prendre le train pour venir ici, j'étais chez un bon juif marocain, monsieur qui a déjà 70 ans, qui me dit « Je ne rêve que d'une chose, repartir au Maroc.
Alors moi qui n'ai absolument pas connu l'Afrique du Nord, je regarde, repartir au Maroc, mais quelle idée! Comment pourriez-vous partir au Maroc? Il me dit, mais là-bas, on n'a jamais eu d'animosité de qui que ce soit. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'opposition. On vivait, et on vivait bien ensemble. Et on vivait bien ensemble. Je ne sais pas si c'est une idéalisation ou si c'est réel. Je ne suis pas à même de juger. Mais de tout ce que j'ai entendu des anciens, la vérité, c'est que je le pense quand même un peu, apparemment. En dehors de quelques périodes d'excitation qui ont pu exister, c'est vrai que globalement, on vivait bien. Aujourd'hui, pour bien vivre ensemble, on nous demande de nous écraser. Nous écraser. Moi, j'ai vécu à une période, quand j'ai parlé tout à l'heure des années 80, où malgré tout, dans un lycée, il n'y avait pas d'obligation de quitter sa kippa. J'allais au lycée avec une kippa sur la tête. Et on ne nous faisait pas obligation de la quitter. C'est vrai qu'il y avait quelques profs un peu casse-pieds, qui exigeaient qu'on se découvre, mais enfin, c'était à titre personnel, ça n'était pas la direction qui prenait les décisions. Aujourd'hui, aller dans un établissement public, c'est la certitude qu'on nous demande de quitter une part de nous-mêmes. C'est ça qu'ils appellent bien vivre ensemble. J'ai une vraie question là-dessus. J'ai une vraie question. J'ai des amis, dont un ami qui travaille à la PMI, la petite enfance, d'accord, il est médecin, il est pédiatre dans un dispensaire de la petite enfance. Pendant des années, ça veut dire presque plus de 25 ans, il a eu le droit de travailler avec sa kippa. Aujourd'hui, il a l'obligation de la retirer. C'est ça qu'on appelle bien vivre ensemble. C'est très très bizarre comme définition, à nouveau. C'est très bizarre comme définition. Et donc, il y a ici un problème qui est à nouveau comme dans la laïcité, que finalement, ces notions ont été accaparées par certaines personnes qui veulent nous plaquer des obligations. Et l'obligation principale est, autant que peut se faire, de quitter son identité profonde pour adopter une neutralité. Mais une neutralité qui nous amènera à quoi? Qui nous amènera à quoi? Où est-ce qu'elle va nous amener, cette neutralité? On en reparlera dans 2 minutes. Alors j'ai parlé après de cette histoire de Charlie là. Bon, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Aussi dramatiques que soient les événements qui se sont passés, encore une fois, et rien ne peut justifier un meurtre quel qu'il soit, ou même une souffrance quelle qu'elle soit. Donc il n'y a aucune apologie ici du terrorisme, évidemment. Mais je ne suis pas Charlie pour un sou. Je ne suis pas Charlie pour un sou. Un journal qui a été capable de titrer Shoah Hebdo. Vous pouvez chercher sur Internet, hein, toutes les unes sont sur Internet. Shoah Hebdo, pour montrer que les Juifs se servent de la Shoah pour se faire chouchouter par les nations. Je ne suis pas persuadé que je les aime beaucoup. D'accord? Je ne suis pas persuadé. Donc, je déplore le drame, encore une fois, et ça c'est une évidence. Je blâme, mais c'est même pas la peine de le dire, toute forme de violence. Mais dire que je suis Charlie, non, je ne suis pas Charlie. Mais pas du tout, du tout, du tout. D'accord? Pas du tout. Et je le dis encore une fois, haut et fort, mais je suis en conflit avec Volinsky. Désolé, je suis en conflit avec lui. Et ça m'arrange d'ailleurs qu'il s'appelle Volinsky, comme ça il n'y a pas de... Hein, Charb, c'est encore une autre histoire, mais ça il s'appelle Volinsky, et je suis en conflit avec lui, de là où il est, d'accord? De là où il est. Je suis en conflit avec lui, on ne peut pas être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Et je viens simplement de souligner, pendant ces quelques minutes, que être noyé, comme on l'a dit tout à l'heure, sous le rouleau compresseur des médias, France Info, BFM TV, dont on connaît le nombre de bêtises qu'ils ont fait d'ailleurs pendant les attentats, etc., etc., et tous les autres médias, qu'ils soient sur Internet ou à la radio et à la télévision, eh bien, c'est un véritable problème parce qu'on nous enlève notre identité et on voudrait nous faire croire que pour être un bon citoyen, pour être un bon républicain, il faille se noyer dans la masse, et je veux dire par un nivellement par le bas, dans la masse la plus basse qui soit. Et ça, je le dénie profondément, et je vais vous apporter quelques preuves que c'est pas comme ça. Et certainement pas aux yeux de la Torah en tout cas. Nous sommes dans Pessah, et nous parlons de la sortie d'Égypte. Il y a marqué que combien étaient les Bnei Israël en partant en Égypte avec Yaakov? Combien? 70, d'accord? 70. Combien est-ce que nous sommes à la sortie d'Égypte? 20% de tous ceux qui ont vécu en Égypte, ça c'est vrai, et c'est très très bonne réflexion, j'y arrive de suite, mais
Combien on est? Au minimum, il y a 600 000 hommes, entre 20 et 60 ans. Globalement, on est plus de 2 500 000. D'accord? 2 500 000, 3 millions. Très bien. Que dit le verset à ce propos-là? Vaisham les Gol Gadol, Atsum Varav. Ils devinrent là-bas un grand peuple, d'accord? Puissant et nombreux. Vous connaissez tous ce fameux midrash qui raconte les miracles qui ont permis cette multiplication hors norme. On a fait faire faillite à la CAF de Mitzraïm. La CAF égyptienne a fait faillite avec nous, parce que comme chaque femme avait 6 enfants par 6 enfants, ils ne savaient plus comment amener les allocations logement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous étions un peuple. Mais la Haggadah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, mais la Med, cela nous enseigne, Shehayu Israël Metsuyanim Sham, que les Bnei Israël étaient Metsuyanim. Il y en a qui parlent bien hébreu? Que veut dire Metsuyan? Hein? Excellent. Vous êtes sûr? Alors, vous avez raison. En hébreu moderne, ça veut dire excellent. Hein? Peut-être, mais je ne vois pas trop quelle racine ça serait. En tous les cas, excellent, c'est vrai qu'en hébreu moderne, ça veut dire excellent. Mais si on cherche la racine... Non. Il y a un tzadi à l'intérieur, peut-être que c'est un lien, mais ce n'est pas de la même racine. Donc, si on cherche la racine, ça vient du mot tsiyun, letzayen. Letzayen veut dire signaler. Donc si on devait traduire en français, ce serait plutôt remarquable. Pas excellent, remarquable. Metsuyan veut dire remarquable. Comme on trace un trait. Ce qui est d'ailleurs un tsiyun. Vous entendrez parfois parler d'aller sur le tsiyun d'un tzaddik, qui veut dire aller sur sa tombe, parce qu'à l'époque on ne faisait pas de monument au-dessus des tombes, mais on traçait simplement le pourtour de l'endroit où on l'avait enterré, et c'est pour ça que ça s'appelle un tsiyun. D'accord? C'est l'endroit qui était marqué. En tous les cas, les Bnei Israël sont devenus remarquables. Comment interpréter... Oui, Tzion, vous parlez des Israël? Oui, parce qu'elle est Metsuyenet, elle est délimitée par la Torah elle-même, Tzion. Effectivement, c'est la terre qui est délimitée. Et il y a encore une autre idée qui est rapportée. Ouais, Vachem, Sheharim, Metsuyanim, Baalacha. Akadosh Baruch Hu, il aime les choses qui sont cadrées par la loi de la Torah. En tout état de cause, le Midrash dit, ah oui, les Bnei Israël étaient remarquables en Égypte. Et c'est ce qui a permis leur libération, parce que sur 4 points, ils ne se sont pas laissés abuser par les Égyptiens. Ils n'ont pas changé leur... Non. Ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas changé leurs vêtements, et ils ne se sont pas laissés attirer par la perversité ambiante. Les Égyptiens ont inventé les boîtes de nuit, apparemment, d'accord, mais c'était sous les pyramides, c'était un peu compliqué pour accéder. Mais en tous les cas, c'est eux qui ont inventé la notion de perversité. Ça a l'air merveilleux. Les Bnei Israël étaient merveilleux, ils étaient remarquables, parce qu'ils ont gardé une identité forte. Ils ont gardé une identité forte. Et donc, lorsque le verset nous dit que les Bnei Israël étaient Metsuyanim, ce serait la cause de la libération. Ayant gardé une identité forte, alors ils méritaient la libération. Ça, c'est ce que dit le Midrash. D'un autre côté, j'ai vu un commentaire du Rav de Vilkomir, à Vilna, qui dit, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les Bnei Israël ont essayé d'être Metsuyanim. Ils ont essayé d'être remarquables. Mais, ils avaient cadré cette excellence sur le mode de vie égyptien. Et ils essayaient d'être remarquables à travers les valeurs de l'Égypte. Remarquables en sorcellerie, remarquables en idolâtrie. Est-ce que vous êtes capable de traduire aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? Remarquable à la télé. On en a parlé tout à l'heure. Touche pas à mon... D'accord? On est remarquable, d'accord? On est remarquable. Mais combien sont remarquables? Combien sont remarquables? Mais est-ce que ça, c'est exactement notre rôle? Et là, on touche à un point central. C'est vrai qu'on peut être remarquable dans tout ce qu'on fait. On peut être remarquable par ses capacités, on peut être remarquable par son intellect, on peut être remarquable par son côté artistique ou son humour. Et Hachem sait combien nous avons de l'humour,
D'accord? Combien nous avons de l'humour? Mais est-ce que c'est là qu'on nous attend? Et le Rav de Vilkomir dit non, c'est pas là qu'on nous attendait. Lui, il dit que Metsuyanim, ils étaient remarquables. C'est la cause de l'exil. C'est la cause de la dureté de l'esclavage. C'est pas la cause de la libération, c'est l'inverse. Comme nous avons voulu nous assimiler à l'Égypte en étant les meilleurs des Égyptiens, c'est une phrase malheureusement qu'on a entendue avant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de juifs français disaient « français et juifs ». Dreyfus lui-même le pensait. D'accord, Dreyfus lui-même le pensait. Je suis français, moi, monsieur, et secondairement juif. Je suis le meilleur des Français. Français, il faut être. Républicain, il faut être. Un citoyen d'honneur, il faut être. Il n'y a pas de doute. D'accord? Et je dis encore une fois, un juif, il doit montrer l'exemplarité dans son civisme. C'est une évidence. Mais mon identité doit être irréprochable de l'autre côté. Et irréprochable, ça veut dire qu'en rien, je n'essaye d'être le meilleur de la nation qui m'entoure. C'est pas vrai, c'est pas à moi d'être le meilleur. C'est pas à moi d'être le meilleur. C'est pas à moi de diriger, encore une fois, la façon de penser d'un pays. Je veux dire une chose, Hachem nous a montré que finalement, quand les Juifs s'élèvent, bien souvent, lorsqu'ils s'élèvent hors de leur cadre, hors de leur identité, le résultat est très peu positif. Très peu positif. Je ne dirai que 3 initiales. Vous savez lesquelles je vais dire? Un D, un S et un K, effectivement, d'accord? C'est redoutable. Cet homme-là aurait pu être finalement le meilleur d'entre nous. Et je ne dis pas ça en plaisantant. Son intelligence, sa détermination, sa capacité à envisager les choses est exceptionnelle. Et finalement, où on retrouve ce monsieur? Dans le plus grand des dépotoirs, dans la décharge publique. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver. Vous imaginez pour nous la représentation de ce qu'est le juif. Un juif assoiffé en permanence de plaisir, de richesse, de toutes les dépravations qui existent. C'est ça qu'on va dire sur nous? C'est ça qu'on va penser du clan d'Israël? Il est Metsuyan, certes, il est remarquable, mais ce n'est pas la bonne remarquabilité. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont dans cette situation-là. On est remarquable, mais pourquoi est-ce qu'on est remarquable? J'ose pas dire que dans un pays qui est proche de la France, l'Allemagne, nombre sont les Bnei Israël qui se trouvent dans les prisons allemandes. Pas parce que c'est la déportation, mais parce qu'ils ont monté des affaires qui sont si réprimandables que leur seule place est en prison. C'est redoutable des choses comme ça. C'est redoutable des choses comme ça. Nous, notre remarquabilité, elle est seulement lorsqu'on travaille pour la sainteté du peuple juif, lorsqu'on travaille pour la véracité de notre identité, mais certainement pas lorsqu'on essaie au contraire de tirer notre intelligence et de la tirer du mauvais côté, de la tirer à l'inverse, du côté de l'assimilation, du côté de vivre ensemble, mais dans le mauvais sens du terme. Vivre ensemble, encore une fois, oui, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Bien souvent, on se dit, d'un autre côté, si vous voulez, peut-être que, vous savez pourquoi on a un problème avec les nations qui nous entourent? Parce que nous sommes différents d'eux. Peut-être voudrions-nous essayer d'accepter leur manière de vivre et puis de s'assimiler. Peut-être que c'est la meilleure des solutions. Alors je vais vous citer quelque chose, je ne sais pas si vous le savez, vous allez peut-être m'en vouloir de dire une chose pareille. Je précise que ce que je dis n'a en aucune manière une orientation politique, d'accord? Il n'y a aucune orientation politique dans ce que je dis. Je ne fais que de l'histoire pure, d'accord? Je raconte quelque chose et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Vous avez tous entendu parler de Théodore Herzl. Aujourd'hui, on le valorise comme un héros du peuple juif, certainement à juste titre d'une certaine manière, d'accord? Mais Théodore Herzl était un homme qui avait une très faible identité. Vous savez que jusqu'au procès Dreyfus, il ne connaissait même pas son identité juive, il ne savait pas qui il était. C'est seulement lors du procès Dreyfus qu'il a pris conscience de ce qu'était un juif, et aussi, d'un autre côté, du tort qu'on pouvait causer à un juif, et de la difficulté d'être juif dans cet exil. Voilà donc que Théodore Herzl va passer par plusieurs étapes
Nous connaissons seulement la dernière étape qui était le concept de l'État juif. Ça, c'est ce qu'on retient d'Herzl. Mais avant d'en arriver là, il avait échafaudé un plan. Et son plan était de faire en sorte d'amener une délégation la plus représentative possible du peuple juif. Alors, il ne connaissait pas bien la situation, encore une fois, hein, mais lui, il était à ce fameux congrès de Vienne. Il pensait qu'il touchait un peu tout le monde. De les amener où ça? Vous avez une idée où il voulait les amener? À Rome. Il voulait les amener à Rome chez le pape. Et faire une conversion de masse. Conversion de masse. Comme ça, le problème juif aurait été résolu. Résolu par la disparition complète du peuple. C'était son idée première. On sait par la suite qu'il a changé d'avis complètement. Mais il n'empêche que la question se pose. Et s'il avait raison? Est-ce que c'était pas une bonne idée finalement? Faire disparaître le problème juif à la racine. Comment le faire disparaître? En faisant disparaître le peuple juif, tout simplement. On serait plus juif. On serait plus juif. On serait des citoyens du monde. Toujours dans la Haggadah, il y a deux passages. Vous allez vous rappeler un petit peu. Dans la Haggadah, nous disons, à un moment donné, nous soulevons le verre. Nous soulevons le verre de vin, en plein milieu du récit, et nous disons, Vehi she'amda lavotenu. Vous la chantez? Vehi she'amda lavotenu velanu. D'accord? On la chante avec le verre de vin à la main. Voici la promesse. On ne voit pas trop quel est le rapport avec le verre de vin, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais on sait qu'il faut le prendre à la main. C'est marqué dans la Haggadah. On le prend dans la main. Et on chante ce passage-là. Voici la promesse que Dieu nous a faite, qui s'est tenue pour nos pères et jusqu'à nos jours. Shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu. Il n'est pas un seul ennemi qui ait voulu nous détruire. Et là, chez Bechol dor vador, mais dans chaque génération, omdim aleinu lechalotenu, se dressent des ennemis qui veulent nous détruire. Dans chaque génération. Il y a eu des générations dans lesquelles l'Inquisition. Il y a eu des générations dans lesquelles c'était les Cosaques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des pogroms de 1648-1649, qu'on appelle les pogroms de Tarvetat. Il y a eu au fil de l'épée 1,5 million de morts. Dans des pogroms à l'épée. D'accord? Ce qui, en pourcentage du peuple juif en Europe, représente plus que la Shoah elle-même. D'accord? Représente plus que la Shoah elle-même. Et je répète encore une fois, pas avec des moyens d'extermination massifs, mais au fil de l'épée, 1,5 million. Et puis il y a eu évidemment les nazis. Aujourd'hui on peut citer évidemment l'Iran et Daesh, d'accord, qui sont tout autant toujours déterminés à nous détruire. Mais nous on a la promesse divine qu'ils n'y arriveront pas. D'accord? Ils n'y arriveront pas. C'est une promesse divine. On repose le verre et on enchaîne. On repose le verre et on enchaîne. Tseoulmad sort et va apprendre Mabikesh Lavan Arami la Asot le Yaakov Avinu, ce qu'a voulu faire Lavan Arami à notre père. Comment expliquer cet enchaînement? Alors on sait que Lavan, qui était le beau-père de Yaakov Avinu, a voulu s'en prendre à Yaakov au point de le détruire. Mais quel est l'enchaînement? Alors apparemment, on explique habituellement que l'enchaînement est tout simple. On dit que dans chaque génération, nous avons des ennemis qui essayent de nous détruire. Et le premier à avoir essayé, c'était Lavan, qui a essayé de s'en prendre au père fondateur du peuple juif, c'est-à-dire Yaakov Avinu. Le Rav Gedalia Silverstone, c'est le Rav de Washington. Il y a un Rav à Washington, je précise. Il n'y a pas que Barack Obama. D'accord, il y a un Rav à Washington. Donc le Rav de Washington a expliqué les choses de la manière suivante. Probablement qu'on va avoir la question de savoir si finalement nous ne provoquons pas l'antisémitisme. Peut-être c'est nous qui sommes la cause de l'antisémitisme. À force d'être différents, on provoque la colère. On a qu'à être comme tout le monde. Alors il dit par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait penser? On pourrait penser que on arrête de dédaigner les gens. Vous connaissez une accusation dans la Haggadah, il y a rapporté là-bas que Haman a dit à Assuérus, à Achashvérosh, il lui a dit, tu sais, les Juifs te détestent, parce que si une mouche tombe dans leur verre de vin, ils sortent la mouche, je précise qu'on ne les sort pas, mais on sort la mouche et on a le droit de boire le verre de vin. Mais si toi, Assuérus, roi de Babylonie, tu touches leur verre de vin, alors le vin est impropre à la consommation pour un Juif. Et de là, Haman,
qui était un très fort penseur, a sorti que les Juifs doivent détester le roi puisqu'ils sont capables de dire que ce vin n'est plus cachère. C'est faux, évidemment. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on déteste quelqu'un. C'est une question d'adhésion à la notion de monothéisme. Toute personne qui n'est pas monothéiste nous pose un problème. Et s'il touche au vin, on a peur qu'il l'ait consacré à son idolâtrie. Et c'est pour ça qu'on ne le boira pas. Il n'empêche que c'est quand même très dédaigneux envers les nations. Alors peut-être qu'on se dira, ben, si au moins on partageait de temps en temps un verre de vin, viens boire un verre, peut-être que ça irait mieux. Peut-être même mieux. Peut-être que si on contractait sans arrêt des mariages mixtes, on arrêterait totalement l'antisémitisme. On serait avec tout le monde. On serait avec tout le monde. Alors dit le Rav Silverstone, eh bien, regarde ce qui s'est passé avec Lavan. Yaakov Avinu a épousé ses 2 filles. Au moins ses 2 filles, si on ne considère que les 2 servantes étaient aussi les filles de Lavan. D'accord? Sinon il en a épousé 4. D'accord? Mais il a épousé ses 2 filles, Rachel et Léa. Est-ce que ça a calmé l'antisémitisme de Lavan? En aucune manière. Yaakov a mangé, il a bu. Ils ont fait un mariage. Donc ils ont mangé, ils ont bu ensemble. Et il n'a pas dit que c'est du vin qui n'est pas cachère. Ils ont trinqué à la santé du jeune couple. Est-ce que Lavan s'est calmé dans son antisémitisme? Certainement pas. Et voilà une chose qui existe et qu'il faut savoir. L'antisémitisme est viscéral. Ça n'est pas réfléchi. Vous ne pouvez pas demander à un antisémite pourquoi il est antisémite. Tout le monde connaît la plaisanterie. Il a été décrété qu'on va tuer tous les coiffeurs et les juifs. Tout le monde connaît cette plaisanterie? Non? Alors faites le test dans la rue. Demandez à quelqu'un. Il paraît qu'il y a un décret. Alors vous pouvez marquer tuer ou si vous ne voulez pas tuer, qu'il est interdit de s'exprimer pour les coiffeurs et les juifs. Tout le monde demandera pourquoi les coiffeurs. Sous-entendu, les juifs c'est normal. D'accord? Sous-entendu, les juifs c'est normal. C'est une plaisanterie, mais elle n'est pas tellement plaisante en fait. C'est que l'antisémitisme, encore une fois, est une donnée inhérente au monde. Pourquoi? Il y a un monsieur dont je ne citerai pas le nom, qui était un des généraux de Adolphe, dont je ne citerai pas le nom non plus, qui a dit « Quand j'entends le mot culture, je tire mon revolver ». Cherchez sur internet, vous trouverez qui c'est. Quand j'entends le mot culture, je tire mon revolver. Hein? Chazak. Ouais, Himmler. Il marchait pour les héros. Les juifs, c'est la culture. Les juifs, c'est la culture. Et la culture, ça remet le monde en cause. Ça remet le monde en cause. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas les juifs. Il y a une seule chose qui les calme, il faut le savoir ça. C'est lorsqu'un juif reste dans son rôle de juif, ça les calme. Parce que je veux dire quelque chose. Vous avez remarqué qu'aux élections départementales, le Front National a fait combien? 100%. Hein? 27, entre 25 et 27. Ouais. Est-ce que vous savez qu'une des premières propositions du Front National serait de remettre en marche la peine de mort? Oui, vous êtes pour, moi aussi. Mais faudrait-il pouvoir l'appliquer, ce qui est très complexe. D'accord? Parce que la moindre erreur discréditerait totalement notre décision. Même si, encore une fois, je peux comprendre qu'on soit pour. Mais la moindre erreur judiciaire serait catastrophique. Qui a fait abroger la peine de mort en France? Badinter. C'est un juif. Qui a permis l'avortement en France? C'est une juive. Etc., etc. Je vais pas... On peut multiplier les exemples. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les grands bouleversements, c'est le juif qui pense. Et qui pense beaucoup. À tort ou à raison. Je ne suis pas là pour juger. Hein. Encore une fois, je ne fais que raconter l'histoire. Je ne suis pas là pour juger. Est-ce que c'est un progrès ou une régression? On peut en discuter. On peut terminer la nuit comme ça. On peut me dire, oui, mais pour les femmes, c'est quand même mieux, et c'est pas mieux. Et la peine de mort, il fallait pas. On peut en discuter infiniment, avec des preuves dans la Torah, sans preuves dans la Torah. De toute façon, on peut en discuter. La question n'est pas là. Ce qui se passe, c'est que finalement, plus on est mêlé à la vie civile, plus on dérange. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Aujourd'hui, malheureusement, ce bien vivre ensemble dont on a parlé au départ,
suis pas sûr qu'ils nous veulent entre leurs pattes. Ils ne nous veulent pas entre leurs pattes. Parce qu'on dérange. Vous savez, je reviens toujours à cette notion de l'État d'Israël. Prenez, si vous en avez une à la maison, une map monde, que ce soit sous la forme d'une boule ou d'une carte. Prenez une map monde et regardez le monde. Et dites-moi ce que représente l'État d'Israël dans le monde. Une tête d'épingle et encore. D'accord? Une tête d'épingle et encore. Y a-t-il un journal télévisé qui ne parle pas d'Israël? On est dans leurs pattes comme des chiens dans un jeu de quilles. On les embête. D'accord? On les embête. Et à la limite, le jour où on vit avec une identité plus forte et qu'on arrête de les embêter, parce qu'on vit entre nous, à la limite, ils nous tolèrent mieux. À la limite, ils nous tolèrent mieux. Ouf. Finalement, ils ont retrouvé leur place. Ils sont plus dans nos pattes. Et c'est pour ça que j'ai dit, finalement, on doit préparer notre propre libération maintenant. Il faut la préparer. Et je ne dis pas ça en plaisantant, je suis intimement persuadé que nous sommes à quelques encablures de cette libération. Alors je ne fais pas ici de l'ésotérisme fou et du mysticisme déjanté, c'est pas ça. C'est que l'histoire s'est écrite d'une manière telle qu'on ne puisse pas aujourd'hui dénier que l'évolution du monde aille vers une future rédemption. Mais il y a deux solutions, vous le savez, pour qu'on arrive à cette rédemption. Une solution serait que nous soyons tous... Vous connaissez les deux possibilités? Il y a deux possibilités. Une première possibilité, une génération qui est toute condamnable. Chamichement, on ne va même pas en parler, c'est pas envisageable. C'est pas envisageable, ce serait la pire des choses qui puissent nous arriver, que la venue du Mashiach se fasse uniquement parce qu'on est condamnable. Dieu préserve. A l'inverse, Mashiach viendra si la génération est tout entière méritante. Dor chez Kulo Zakai. Vous allez me dire comment c'est possible? Comment la génération peut-elle être toute méritante? Je vais vous expliquer un truc très simple. Quand on dit méritant, il ne s'agit pas qu'on soit tous avec des grandes barbes jusqu'au nombril, même moi j'en ai pas une comme ça, d'accord? On n'est pas obligé d'avoir une grande barbe jusqu'au nombril, on n'est pas obligé d'avoir une manifestation de religiosité, qui d'ailleurs n'est pas toujours très significative, d'accord? Pas toujours très significative. Ce que l'on doit avoir, c'est une véritable identité juive. Cette identité, elle se travaille au quotidien. Je ne veux rien vivre comme on le donne dans la rue. Moi, je ne veux pas vivre comme la rue. Moi, je veux vivre en tant que juif. Je veux réfléchir en tant que juive ou en tant que juif et savoir si ce qu'on me demande de vivre est normal ou pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on me dit on est tous des Charlie, je veux savoir, est-ce qu'en tant que juif, je suis Charlie? Je veux réfléchir à la chose. Laissez-moi le temps. Je ne suis pas obligé de suivre tout le monde. Je ne suis pas obligé de suivre tout le monde. Je ne suis pas obligé de me soumettre à ce que l'on essaye de m'imposer. Cette attache-là au peuple juif, c'est ça qu'on appelle Kulo Zakai. Tout entier méritant. Le jour où chacun d'entre nous a une identité forte, le jour où chacun d'entre nous est capable de dire « je suis juif » et fier de l'être. Très intéressant, vous savez, ce discours qui est tenu par la SPCJ aujourd'hui, puisque j'ai entendu quasiment le même à Marseille, ce discours qui dit « il faut être fier de porter une kippa ». C'est juste de ça dont on parle. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faut porter une kippa. Hein. Je dis honnêtement, moi j'ai pris le train aujourd'hui, j'ai mis une casquette. Hein. J'ai pas mis ni un chapeau. Je ne suis pas sûr qu'on est obligé de se faire remarquer. Ça, je ne suis pas persuadé, d'accord? Non, je ne cherche pas à me cacher. Hein. Il a dit qu'il n'y a pas besoin de faire des années d'arts martiaux. Personnellement, j'en ai fait. D'accord? Mais ce n'est pas le problème, je ne cherche pas à me cacher. C'est pas ça le souci. Mais qui a dit qu'on doit se faire remarquer? Ça, c'est pas une évidence. D'accord? Quand je suis entre nous, mes titis sont dehors et j'ai aucune raison de les ranger. Quand je sors dans la rue ou quand je vais faire les commissions à Auchan, je mets mes titis gentiment dans ma ceinture. C'est pas la peine que tout le monde nous remarque. Non, il y a quelques années en arrière, je n'aurais pas dit la même chose. On est dans une période beaucoup plus calme et c'était parfaitement toléré. Il n'y avait pas de problème. Mais exciter aujourd'hui, qui que ce soit, les extrêmes de tous bords, c'est pas la peine. Mais à l'inverse, je n'accepterai jamais qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je suis allé à la médecine du travail il n'y a pas longtemps. Il y a une doctoresse qui m'accueille. Et évidemment, allez savoir pourquoi les docteurs, ils adorent ça, alors que c'est anti-hygiénique, je le précise. Bonjour! Désolé, je suis hypocondriaque, je ne serre pas la main. Non, je ne lui ai pas dit ça. Désolé. Je ne serre pas la main. Je ne serre pas la main aux dames. Ah, très bien. À pas chercher à comprendre, très bien. Après, elle m'ausculte. Et là, vous savez, le petit coup en biais, comme ça, ça vous dérange pas que ce soit une femme qui vous ausculte? Absolument pas.
Absolument pas. Vous faites votre travail et j'ai aucun problème avec ma Torah. Faites votre travail et puis je repartirai comme je suis venu et j'ai aucun problème. Alors pourquoi vous ne me serrez pas la main? Parce que serrer la main, c'est un signe d'affection. Et ça, je ne suis pas prêt à le faire avec vous. Je ne suis pas prêt. Alors je vais quand même raconter une histoire très, très amusante. Il y a de cela quelques années, à Marseille, on a perdu un grand rave, il s'appelait Rav Cohn, Zatzal. Et puis, après sa disparition, j'ai un petit peu été obligé d'assumer la continuité. Et puis, il y avait des tas de choses qu'on ne connaissait pas sur ce qu'il avait fait dans sa vie. Et en particulier, on ne connaissait pas bien ses comptes en banque. Et donc, il s'est révélé qu'il y avait un énorme crédit qui courait sur les comptes de l'association, dont on n'avait jamais entendu parler. Et donc, j'arrive après 6 mois d'impayés. J'arrive chez le directeur de la banque, qui se révèle être une directrice. Directrice, hein. C'était la directrice de BNP Prado, c'est-à-dire de la BNP centrale de Marseille. Une femme dont je dirais qu'elle était un véritable homme. D'accord? C'était vraiment une directrice, vraiment une directrice. Évidemment, j'arrive. À l'époque, j'avais tout juste 35 ans. J'arrive. Elle me tend la main. Monsieur Haddad, désolé, je ne serre pas la main aux dames. Avec un grand sourire. Elle me regarde en face comme ça, elle me fait « Vous me devez 6 mois d'échéance et vous ne me serrez pas la main. » Ah, je lui dis « Mais même si c'était 1 an, ça ne changerait rien, je ne vous serrerai pas la main non plus, hein ?» Je ne serrerai pas la main non plus. Elle m'a dit « Vous êtes bizarre quand même. » On s'est assis dans son bureau. On a parlé pendant 3 heures. Vous savez ce que ça veut dire, pendant 3 heures? Pendant 3 heures. Qu'est-ce que vous faites? D'où vous sortez? À l'époque, j'étais Colelman encore. À l'époque, j'étais encore Colelman. Qu'est-ce que vous faites? J'étudie. Je dis, mais quel âge vous avez? Que vous avez fait? Très bien. Au bout de ces 3 heures, elle me dit, bon, comment on résout le problème? Je lui dis, écoutez, voilà, on va lancer une souscription, les gens vont donner. Je vous promets, on va résoudre le problème, vous inquiétez pas, ça va rentrer dans les clous. Elle me dit, bon, vous repassez la semaine prochaine avec le président de l'association. Donc, en fait, c'était le fils du Rav Cohn lui-même qui devait venir. Je reviens la semaine d'après avec le fils du Rav Cohn qui venait de débarquer d'Israël, qui ne connaissait pas trop le système encore. On rentre dans le bureau de la directrice, cette fois-ci elle ne nous tend pas la main. Elle lui dit, monsieur le président, veuillez signer s'il vous plaît. Il signe la nouvelle convention avec le rééchelonnement. Puis on se lève, c'est terminé. Elle dit, bon, au revoir. Alors elle dit, oui, monsieur le rabbin, vous pouvez partir. Mais vous, monsieur Haddad, vous restez là. Consigné, vous restez là. On me dit, on a encore à discuter. On est reparti pour 3 heures. À la fin, elle me dit, ben, j'ai changé mes vacances, je devais partir en Crète, je pars en Israël. Pendant les 4 ans où elle a été directrice de BNP Prado, elle n'a jamais ponctionné 1 centime de frais sur les comptes de l'association, parce qu'elle a dit qu'elle voulait participer. Depuis, j'ai plus de nouvelles. Mais elle a disparu de la circulation, et je ne sais pas si on ne la retrouvera pas à Yerushalayim un de ces 4. Voilà. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. J'ai eu d'autres expériences beaucoup moins agréables. D'accord? Mais affirmer son identité, c'est rarement nuisible. Et à l'inverse, on ne peut que souhaiter une chose, que notre identité juive soit la plus forte possible, pour qu'elle attire envers elle une grande sanctification du nom divin, et que cette sanctification du nom divin nous permette de venir jusqu'à Mashiach Be'ezrat Hashem.